Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour ce premier conseil municipal de rentrée. Je vous propose qu'on fasse l'appel pour démarrer, comme d'habitude. Donc, cantonné Gérald présent. Dolores Adamski. Présente. Florian Grenier. Présent. Anne Drogo. Présente. Brahim Sadi. Présent. Alain Fernandez. Présent. René Martin. Présent. Pascal Lubin. José Santos. Présent. Sébastien Magnier. Damien Vinciguera, pouvoir à Florian Grenier. Laetitia Serpaggi, absente. Éric Glénat. Franck Présumé. Clotilde Berthier. Stéphanie Besset. Sébastien Ginesté, absent. Cédric Augier, absent. Jean-Charles Banqueri, Cluzel Nicole, Robert Pazero, Jean-François Rimémeil. On fait quoi, Franck? On attend 10 minutes ou pas? Bon, on note absent pour l'instant. Didier Demzuc, donc pouvoir à moi. Julie Ladré, elle est dans le train. Elle arrive dans 5 ou 10 minutes. Avec Orlane Fanger aussi, elles sont toutes les deux dans le même train qui a 1 heure de retard de Grenoble. Et après, entre les deux, il y avait Yann Guély. Donc je vous propose pour Julie Ladré et Orlane Fanger, on va démarrer le conseil et on va commencer par les décisions. Elles devraient être là. Elles sont parties à 18h10 de la gare de Grenoble. Est-ce que cela vous convient? Donc le quorum est atteint. Je vous informe donc des démissions donc, de Madame Marie-Laure Tresca, Françoise Soulier, Nadège Mancino, Vanessa Renard, Claire Péchel et Marie-Emeline Daubigny et ont été appelés à siéger, et je les remercie de leur présence ce soir, Julie Ladré, Yann Guély et Orlane Fanger. Donc du fait de l'absence de remplaçants sur la liste, un nouvel élan pour Tulinfur. Donc l'effectif du conseil municipal passe maintenant à 26 membres en exercice, donc depuis le 26 septembre dernier. Donc le quorum, à partir de maintenant, est fixé à 14, la moitié plus 1. Voilà. Un secrétaire de séance. Ouais. Ça... Ouais, on va faire maintenant. Je voulais juste te proposer d'être secrétaire de séance parce qu'on repart dans l'ordre. Voilà. Allez, on y va. Comme ça fait. On attend les. Oui. Ah, faut voter. Faut voter pour le fait que Franck Présumé soit secrétaire de séance. Est-ce que ça vous convient à tous? Qui est contre? Si celui qui est contre, il va prendre sa place, donc il n'y en a pas. Ouais. Et qui s'abstient? Ok, délibération adoptée. Merci Franck, tu seras notre secrétaire de séance et je t'écoute avant qu'on démarre. Alors, il faut prendre le micro. Oui, donc secrétaire de séance pour ce premier conseil, il y a 26 conseillers. C'est un signe peut-être. Non, on voulait intervenir quand même sur cette question-là, parce que c'est quand même pas, c'est inédit et anodin de passer de 29 à 26 conseillers municipaux et Pau, on va dire. Pour nous, voilà, ça montre une crise démocratique quand même dans notre conseil. Voilà, après, on peut... J'imagine que vous nous direz que c'est pas grave, que l'équipe est resserrée, etc. Enfin, nous, on a envie quand même de pointer que c'est un problème démocratique. Si le législateur a dit qu'il fallait 29 conseillers municipaux à Tullin, c'est que la ville a besoin de 29 conseillers municipaux. J'ajoute à ces nombreuses démissions des absences, alors dans votre équipe, parfois dans la nôtre, beaucoup en face aussi, M. Augier et M. Ginesté qu'on ne voit jamais. Donc tout ça fait un conseil municipal rabougri. 11 démissions dans une équipe majoritaire, ce n'est pas un épiphénomène, comme on a pu le lire dans le Dauphiné libéré pour nous.
Pour nous, c'est la conséquence d'un mode de gouvernance qui paraît dégradé. Voilà, on n'est pas dans votre équipe, mais ça paraît inadapté et forcément antidémocratique. Et ça nous pose des questions. J'avoue aussi qu'on aurait préféré, parce que là c'est moi qui prends la parole, mais on aurait préféré que ces 11 démissionnaires de votre équipe puissent s'exprimer. Alors ils n'ont pas voulu le faire au conseil municipal à chaque fois. Là, pour certaines, ils l'ont fait dans la presse. Bon, chacun jugera de la méthode. On aurait préféré, très franchement, qu'elles viennent s'expliquer ici et pour les autres aussi. Voilà. Nous, on a eu aussi quelqu'un qui a démissionné. Aude Picard-Wolf, elle s'est expliquée. J'ajoute moi, à titre personnel, j'ai été choqué par les mots très violents qui sont parus dans la presse. Bon, ce pas des mots que j'ai l'habitude d'employer. Et je ne voudrais pas qu'il y ait un amalgame qui soit fait. Voilà, donc je voulais dire ça pour que les choses soient très claires. Les conséquences de tout ça, c'est que on se retrouve, vous vous retrouvez avec un exécutif, je pense que tu diras resserré, moi je dirais plutôt rabougri, voilà, avec quand même plus que, si j'ai bien compris aussi, Laetitia Serpaggi faudra nous donner des informations, mais apparemment elle n'a plus de délégation. Donc ça fait un exécutif de 5 adjoints, 2 conseillers délégués. Pour travailler dans une commune comme la nôtre, je pense que c'est trop peu. Voilà. Il faut noter aussi que cet exécutif, en comptant le maire, c'est 6 hommes, 2 femmes. Alors évidemment, il y a pas, la loi n'oblige pas la parité dans les conseillers délégués, enfin je crois pas. Donc, mais ça nous pose quand même aussi problème. J'ajoute, je fais une petite parenthèse, on avait interpellé de façon tout à fait transparente, je l'avais dit à M. Gillet, qu'on avait interpellé la préfecture par rapport à la question de l'exécutif et de, vous savez, la question du fait qu'il y ait 2 hommes qui suivent, etc. Moi, à titre personnel, je n'ai pas eu de réponse, ni oui, ni non. Donc ça me pose question. Je pense qu'il y a quand même un flou et il faudrait quand même que la préfecture se positionne. Voilà, je trouve que c'est pas normal que la préfecture ne se positionne pas. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait un courrier qui émane du conseil municipal, toute opposition au préfet, et qui demande de prendre position sur cette question-là. Je pense que c'est important, et là je dépasse tous les clivages, etc. C'est pas la question. Là on est dans le droit. Et il faut que la préfecture se positionne sur le fait, est-ce que cette délibération, elle est valable ou pas. Imaginez un préfet qui, dans 1 an ou 2 ans, nous dise que ça, c'est pas valable. Pour moi, on ne peut pas rester comme ça. Voilà, je ferme la parenthèse. J'ajoute à toutes ces démissions aussi des départs réguliers de nos cadres. Et le dernier en date nous inquiète aux finances, puisque... Tu avais dit, Gérald, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'adjointe aux finances parce qu'on avait des services qui fonctionnaient. Bon, le départ de cet agent, que je n'aimerais pas, mais que tout le monde nous inquiète. Voilà. Et donc tout ça pour dire qu'on est très inquiet sur la bonne marche démocratique et opérationnelle de notre commune. On n'en dira pas plus ce soir, mais voilà, on espère que... voilà, à titre personnel, encore une fois, je trouve que on ne peut pas nier que 11 démissions dans une équipe en 2 ans, il y a quand même un souci, quoi. Donc c'est à vous de réagir. Voilà. Ok, merci Franck pour toutes ces remarques. Donc tu sens inquiet, aucun problème. Mais je te confirme qu'aujourd'hui, en fait, tu parles d'un exécutif rabougri, mais on est quand même 18. Donc, parce que même s'ils ne font pas partie, même si les conseillers municipaux qui nous ont rejoints ne sont pas dans l'exécutif, ils prennent part au travail. Voilà, c'était peut-être pas le cas non plus tout le temps, mais nous ça l'est. Donc des fois, il vaut mieux être un peu moins et plus présent et plus investi. C'est un peu ce que j'ai dû dire dans l'article. Et tous les détails sont dans l'article. Voilà, donc là je vous... Oui, je voudrais pas qu'on fasse un débat là-dessus, mais je veux bien que tu t'exprimes si tu veux, puis après on passera à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc Anne Drogo.
faut mettre en route. J'avais effectivement joint Madame Delarroca du Dauphiné, voulant réagir à cet article. Et effectivement, comme elle me l'a bien expliqué, elle avait fait son travail et que si je souhaitais m'exprimer, c'était dans une autre instance. Donc je vais profiter de celle-ci, ce sera court. Le DL et vous, Franck Présumé, souhaitez mettre la lumière sur ceux qui partent du conseil municipal. Je souhaite parler de ceux qui restent, si vous le permettez. Ceux qui ne baissent pas les bras, ceux qui encaissent, ceux qui restent fidèles même avec le peu de temps qu'ils ont, ceux que fédère encore Gérald Contourné, notre maire qui a été élu, ceux qui prennent les décisions qui s'imposent, pas parce qu'ils se soucient de leur image, mais plutôt du futur de leurs citoyens, ceux qui œuvrent semaine et week-end et qui respectent le travail des agents. Les projets sont là, l'envie est plus forte que jamais, l'équipe restante est solide et pas rabougrie. Place aux décisions et à l'action, car soyez-en sûrs, nous sommes encore en place pour 3 ans. Ok, merci Anne. Je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour du conseil municipal. Orlane Flanger vient de nous rejoindre et Julie Ladré ne devrait pas tarder. Elle était dans le même train que toi. Voilà. Donc, tu es tout excusé. C'est une excuse valable, les retards de la SNCF. Donc, je vous propose qu'on démarre par l'approbation du compte-rendu de la séance du 6 juillet 2022. Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Le compte-rendu de la séance du 6 juillet est donc adopté. Comme à l'habitude, on démarre par le compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre des délégations attribuées lors du premier conseil municipal. Je vais vous faire grâce de toutes les lire parce que vous les avez eues. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions particulières sur ces décisions, quelles qu'elles soient? Pas de questions sur les décisions qui ont été prises? Ok, je vous remercie. Nous allons donc passer à l'ordre du jour. Et nous démarrons par l'institution et vie politique, avec une première délibération qui concerne la modification de l'indemnité de fonction des conseillers municipaux délégués. Donc, je vous fais grâce de la lecture de la note de synthèse. Vous l'avez lue, normalement. Donc, quelques explications. Comme l'a dit Franck, nous sommes passés de 5 conseillers municipaux délégués à 2. Nous étions à 4,5% pour l'indemnité et nous montons à 6%. Nous allons au maximum de l'indemnité pour les conseillers municipaux délégués. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délégation, Oui, donc nous passons de 5 à 2, pas de problème, mais est-ce que les délégations sont revues pour ces 2 conseillers et ce qui justifierait leur augmentation d'indemnité? Oui, alors en fait, c'était plutôt que les délégations, entre autres, celle de Charles Banquiri qui est à la solidarité est un poste d'adjoint dans les faits, mais aujourd'hui avec la parité, il ne peut pas être adjoint, donc ça vaut largement et même les indemnités d'un adjoint qu'il n'aura jamais, donc c'est pour ça qu'il est au plafond. Et vous imaginez que l'autre conseiller municipal délégué qui est René Martin à la revitalisation du centre-ville avec la labellisation Petite Ville de demain, là aussi ça vaudrait largement les indemnités d'un adjoint, mais voilà, on ne veut pas non plus multiplier les adjoints. C'est aussi pour ça que par rapport au travail qu'ils y mettent, c'est certainement pas au niveau du travail qu'ils y mettent, mais voilà, l'idée c'est d'aller au maximum de l'indemnité pour nos 2 conseillers municipaux délégués. Et pourquoi ne l'avoir pas fait dès le départ? Parce qu'au départ, ils étaient 5 et du coup, ça permettait quand même de ne pas prendre la totalité du budget. Et puis quand on a lancé les indemnités au mois d'août, alors que ça faisait 15 jours qu'on était élus, on ne savait pas la charge de travail de chacun d'entre eux. Voilà, c'est juste aujourd'hui, c'est un recadrage. Pas d'autres questions? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Ah, oui, pardon, je suis allé un peu vite. C'est quoi? Abstient ou contre? Ouais, 3 abstentions. Ah, je suis allé un peu vite, pardon. Ouais, est-ce que, Charles, tu peux fermer? Ouais, ah oui, Julie, il faut laisser une porte.
C'est parce qu'on entend beaucoup les tambours. Donc, délibération suivante donc, qui concerne la désignation d'un conseiller municipal donc, correspondant incendie et secours. Donc, suite à ce qui s'est passé cet été, à Vorep, entre autres, l'État a décidé qu'on devait nommer dans chaque conseil municipal un correspondant incendie et de secours qui sera en lien privilégié avec les pompiers. Voilà, pour des formations, pour être dans la réactivité en cas de nécessité. Donc je vous propose de Dolores Adamski pour ce poste de conseiller municipal correspondant incendie et secours. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Julie, bienvenue. Pas de questions? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous passons à l'administration générale avec une délibération concernant la signature d'une convention tripartite de gestion des frais liés à la copropriété donc entre Alpes Isère Habitat, le Crédit Agricole et la commune de Tullin, donc concernant l'immeuble 14 place Jean Jaurès à Tullin et la parcelle de terrain cadastrée section AR 589 et 620. En fait, il s'agit du clocher ou du beffroi au-dessus du Crédit Agricole, place de la Poste. Voilà, il y a des travaux à faire. L'idée, c'est de créer une copropriété pour partager entre les trois propriétaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. On poursuit avec le budget et les finances. Donc une première délibération concernant donc l'admission en non-valeur des divers produits communaux. Donc vous avez eu le tableau avec les années. Donc en fait c'est de l'argent qu'on ne recouvrira pas. Donc aujourd'hui il faut les admettre en non-valeur. Donc vous avez vu du périscolaire, les marchés, l'école de musique pour un total de 1049,49 €. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe à la délibération concernant la décision budgétaire modificative numéro 3. Donc vous avez eu le tableau, vous avez eu le temps de l'étudier. Je vous donne 2-3 informations, et puis après vous aurez le loisir de poser des questions. Donc sur la section de fonctionnement, donc là c'est la décision modificative qui permet de clôturer l'année au niveau du budget. Au niveau du fonctionnement, nous avons donc un besoin de 95 000 € qui se répartit donc de la manière suivante comme vous voyez dans le tableau. 30 000 € pour le chapitre 012, les charges de personnel et les frais assimilés, et 65 000 € de subvention au fonctionnement pour le CCAS. Voilà, donc 95 000 € qui sont équilibrés, vous l'avez vu, en recettes, avec des remboursements donc, sur des rémunérations du personnel pour 35 000 € et la fiscalité, donc 50 000 €, c'est ce qu'on appelle les droits de mutation, qui depuis 2 années sont plutôt très élevés à la commune. Ça veut dire que la commune est peut-être devenue attractive, on ne sait pas. En tout cas, c'est 50 000 € qui n'étaient pas prévus encore au budget et qui arrivent, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis des produits de service du domaine et de ventes diverses pour 10 000 €. Donc c'est comme ça qu'on équilibre les 95 000 € en fonctionnement. Pour équilibrer, alors maintenant sur la section investissement, on a donc un total général de moins 436 000 €. Donc dans les grandes lignes, c'est donc le chantier, enfin le projet Contamine qu'on a abandonné, donc on vous en avait parlé la dernière fois. On est passé on avait mis un budget de 300 000 d'ailleurs, il est dans le tableau, et qui était largement dépassé. Donc la sagesse faisait qu'on avait dit que si le budget était dépassé à cause entre autres de l'augmentation des énergies, on ne ferait pas le projet cette année, on le remettrait au budget en 2023. On s'est donc engagé, on l'a fait, on a supprimé donc ce projet-là, enfin déplacé on va dire.
On a aussi donc les points d'apport volontaires, hein, c'est dans la ligne, le PAV ou point d'apport volontaire. Là aussi, c'est pas que c'est pas fait, c'est que ça sera fait l'année prochaine. On a pris un peu de retard. Autre grosse somme de mémoire, on a aussi la vidéoprotection. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. On avait mis 160 000 € au budget de mémoire, mais ça sera un budget final à 80 000 lorsqu'on sera en capacité de faire installer ces caméras. Ça fait à peu près 2 ans qu'on me dit dans 3 semaines. Voilà, je ne perds pas espoir. En tout cas, là, c'est vraiment une économie de 80 000 € parce qu'on est plus sur un budget de 80 que de 160. Voilà, ce qui nous fait baisser donc l'investissement de 436 000 €. Ça veut dire que le prêt, et c'est ça qui est important, hein, le total R16, là, emprunt et dette assimilée, on diminue l'emprunt qui était prévu au budget prévisionnel, on diminue de 370 000 €, ce qui nous permet du coup cette année d'emprunter à nouveau que 250 000 €. C'est la somme finalement qu'on a empruntée depuis qu'on a été élu en 2020, en 2021 et en 2022. Alors qu'habituellement, l'investissement en fin d'année budgétaire était plutôt autour de 600 000 €. Ce qui nous a pas, c'est pour anticiper quelques questions, ce qui nous a pas empêché quand même cette année de faire au moins 2 gros projets et un peu moins gros mais qui était tout autant attendu. Donc le plan école, à 3, je ne sais plus exactement, Florian pourra vous donner le budget, un projet financé à hauteur de 60% par le département. Le plan école, donc c'est une salle pluridisciplinaire dont les travaux ont attaqué à Fur. Le parking Braco qui devrait démarrer incessamment sous peu. On est en phase de finaliser l'instruction avec les bâtiments de France. Et le remplacement, on l'a déjà oublié parce que c'était en début d'année, des tennis, les deux premiers cours de tennis pour 60 000 €. Voilà, j'en ai fini pour cette DM. Je vous laisse la parole. Eh bien, donc on va entamer le débat. Ça serait peut-être bien qu'on passe un peu de temps à débattre. Avant de dire ce qu'on en pense éventuellement, on a une première remarque sur le fonctionnement. On a un peu évoqué en commission. Donc, il faut savoir que c'est la deuxième subvention d'équilibre, on peut dire ça, qu'on donne au CCAS. Donc, ça va faire 130 000 € sur cette année. Donc, on ne va pas demander des explications ce soir, ce n'est pas la question, mais on aimerait bien qu'au prochain conseil d'administration du CCAS, on ait en amont du conseil d'administration du CCAS des chiffres précis sur le budget 2022 avec des comparaisons avec les années antérieures pour qu'on essaye de comprendre d'où vient cette dérive de 130 000 € sur le budget du CCAS. Voilà. On aimerait comprendre. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans pour le moment. On aimerait comprendre pourquoi. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est pas durable? Est-ce que c'est structurel, conjoncturel, etc. On a besoin, nous, de comprendre pour pouvoir prendre une position claire là-dessus. Sur l'investissement, donc nous, on a pointé 5 programmes. Alors, tu l'as un peu dit, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. Il y a 5 programmes avec des diminutions de crédit, donc des programmes qui ne se feront pas ou à moitié, je ne sais pas. Donc il y a l'église Saint-Laurent-des-Prés, il y a les travaux d'accessibilité des ERP, il y a la vidéoprotection. Donc tu dis que c'est divisé par 2, mais pourquoi est-ce que ça change? Est-ce que c'est uniquement le coût? Enfin, il y a la contamine pour 300 000 € et il y a les points d'apport volontaires. Sur ces 5 choses, 5 programmes, pardon, est-ce que les adjoints concernés ou toi directement, vous pouvez donner vraiment une explication de pourquoi on ne le fait pas cette année. Voilà. Alors, avant et après, je reprendrai la parole, si tu permets. Je vais donner donc première info sur le CCAS. Donc tu imagines bien qu'on a aussi cherché à comprendre, puisque l'argent public est intéressant. Enfin, tout le monde est inquiet de cette augmentation. Donc ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue au mois de juillet quand on a décidé, plutôt à contre-cœur, ça on vous l'avait dit, de fusionner les deux structures. En fait, aujourd'hui, on a des problèmes certainement structurels. Alors, quand on parle du CCAS, aujourd'hui, c'est la petite enfance. Hein, c'est la solidarité, mais c'est surtout la petite enfance. Le budget du CCAS étant à 575 000 €,
doit s'équilibrer, et à 86%, c'est de la masse salariale. C'est des agents, entre autres la maison de la petite enfance. L'année 2021, pour ceux qui s'en rappellent encore, a été une année assez terrible du point de vue du Covid. Donc des absences, rappelez-vous, hein, un coup on était malade, un coup on était cas contact, un coup on était cas contact de cas contact. Donc des absences répétées, mais comme on tient tous à une qualité de service public, on ne peut pas, et donc l'équipe a essayé à minima de fermer la structure, et donc il faut remplacer. Quand il y a quelqu'un dans un service support qui est absent, un jour, 2 jours, on peut peut-être se débrouiller pour le remplacer. Quand c'est la petite enfance, on a une contrainte d'encadrement, de taux d'encadrement. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est absent, on le remplace. Pour information, en 2021, nous étions encore assurés contre les arrêts maladie à partir du 15e jour. Donc ça veut dire que tous les arrêts courts, c'est pour nous. Donc le Covid, c'était 7 jours. Donc c'était pour nous le salaire plus le remplacement. Et ça, sur une année, donc nous on l'a vécu, moi je l'ai vécu en vrai avec le directeur du CCAS et la directrice de la maison de la petite enfance qui n'a pas eu une seule semaine, et ça je peux vous le dire, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous le dis, qui n'a pas eu une seule semaine en 2021 et même en 2022 quand on a eu le retour de la je ne sais plus combienième vague au mois de janvier, n'a pas eu une seule semaine sans des absences, tout en essayant de maintenir l'accueil des enfants pour que les parents puissent aller travailler, qui eux aussi avaient exactement le même bazar chez eux, dans leur boulot. Donc voilà, il y a une des explications, je ne dis pas que c'est la seule, il y a une des explications, c'est ce taux de remplacement qu'on devait, beaucoup d'arrêts, vous avez su qu'il y a eu aussi une période de grève, ça a été compliqué, donc en partie, c'est donc, pour répondre à ta question, très structurel, et nous allons devoir, au même titre que nous nous sommes posé la question, non, c'est structurel parce que le Covid l'a accéléré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui ne fonctionne pas très bien. Si peut-être que les financements sont trop limités, donc en tout cas, on devra se reposer la question. Parce que le fait d'être descendu, et ça poursuit la réflexion, d'être descendu d'avoir fusionné les deux structures, va permettre en 2023, et ça, on aura les chiffres en conseil d'administration du CCAS, en 2023, de retrouver une situation beaucoup plus supportable. Voilà. Donc ça, c'était pour la réponse niveau CCAS. Et bien sûr qu'on s'inquiète de la situation. On est passé de 575 à plus 130 000. Donc forcément, on s'inquiète. Les autres questions, donc si je reprends dans l'ordre, la contamine, j'ai expliqué pourquoi. Je laisserai compléter mes adjoints s'il y a besoin. La contamine, on a dépassé le budget de 40 000 €. Donc on s'est dit que comme ce n'était pas non plus urgent et que peut-être le prix de l'enrobé allait rebaisser en 2023, donc on a fait mettre à jour les devis. Voilà pourquoi on a annulé. Les points d'apport volontaire, voilà, ça traîne un petit peu. On a fait faire les études topographiques des différents emplacements par le bureau d'études. Donc voilà, on a eu les résultats la fin septembre. Donc du coup, ça ne sera pas budgété pour 2022, mais 2023. La vidéoprotection, donc tu l'as dit toi-même en commission, c'est un sujet inextricable. On n'arrive pas à comprendre le montage, personne ne le comprend d'ailleurs. Donc on avait par précaution mis 160 000 € au budget, et la bonne surprise c'est qu'en fait on n'en aura que pour 80 000. Donc on a enlevé 80 000 €. Ah non, pas du tout. En fait, il y a toujours des problèmes En fait, c'est des problèmes entre le délégataire et puis celui qui a enterré les fourreaux. Il faut éclairer la fibre. Mais je pourrais vous faire un cours pendant 1 heure parce qu'on s'est mis dans le sujet. En gros, tout est tiré. C'est comme si vous preniez une autoroute. On fabrique l'autoroute entre Grenoble et Valence. Il y a la sortie à Tullin, mais on vous empêche de sortir. Donc vous pouvez prendre l'autoroute, mais vous ne pouvez pas sortir à Tullin. Aujourd'hui, c'est ça. La fibre est tirée jusqu'à dans les poteaux, sur les 11 caméras. Il faut juste mettre les caméras sur les poteaux, mais il faut que quelqu'un éclaire la fibre. Et aujourd'hui, c'est un problème entre le délégataire. Alors, vous avez qu'à regarder les articles du département ou de PVNUM et compagnie. Vous aurez vite l'info, comme quoi c'est bien bloqué. Par contre, on attendait une réponse fin septembre.
Début octobre. Donc on devrait l'avoir. En tout cas, le projet n'est pas du tout annulé, bien au contraire. Et on attend de mettre ces 11 caméras pour aller tout de suite sur la deuxième tranche de 35 que l'ancienne municipalité avait déjà dans les cartons. Voilà. Simplement, on ne veut pas se lancer sur les 35 sans être sûr d'avoir mis les 11 et d'éviter de faire le même bazar. Mais ce n'est pas différé. Ça, c'était la vidéoprotection. L'église, donc, c'est l'histoire des archéologues, je crois. Florian, tu peux donner quelques infos ? Alors, concernant l'église et la reprise des drains, donc la sécurisation périphérique de l'église pour éviter les remontées capillaires, on a fait venir M. Vermorel, qui est le directeur de la DRAC, ainsi que l'une des archéologues, enfin la responsable de la conservation du patrimoine de l'Isère au mois de juillet, pour leur présenter les travaux qui étaient projetés, parce qu'avant tout travaux sur un monument historique, il faut les présenter à ces deux personnes. Les travaux qu'on avait prévus étaient à leur sens trop ambitieux pour la périphérie, c'est-à-dire qu'on reprenait la totalité des caniveaux en redéposant pierre par pierre l'ensemble des caniveaux, y compris les caniveaux qui avaient déjà été refaits, qui n'étaient plus en pierre de l'époque. À leur sens, ces travaux étaient trop destructifs, excusez-moi. De ce fait, il y a un nouveau projet qui leur a été soumis et qui consiste à raccorder directement l'ensemble des EP, donc des eaux pluviales, sur le réseau à proximité. Et ces travaux, qui étaient initialement budgétés pour une valorisation de 48 000 euros, a été diminué à 18 000 euros. Donc on doit faire un moins 30 dans le budget. La DAP, pendant que tu y es. Concernant la DAP, on avait mis au budget 57 000 euros parce qu'on espérait pouvoir faire les études et lancer les travaux cette année. Force est de constater qu'on n'a pas réussi à lancer la partie travaux, ni la partie études d'ailleurs. Donc cela concerne uniquement le financement des études pour la réalisation de l'ensemble des travaux d'ADAP de l'année prochaine. Et concernant les travaux de l'école, la réhabilitation de l'école maternelle de Furs, ça représente, enfin le bâtiment annexe de la maternelle de Furs, ça représente 440 000 euros. Ok, est-ce qu'on a répondu à tous les points là où on en a oublié un ? Non, c'est bon. Merci. Ok. Merci pour ces explications. Donc, bon, vous ne serez pas étonné de notre position, puisque lors du budget primitif, on avait dit que le budget que vous aviez voté était beaucoup trop ambitieux en termes d'investissement, notamment avec la capacité d'autofinancement que vous avez. Et on veut bien dire qu'il y avait des circonstances compliquées depuis le début de votre mandat. N'empêche qu'on a toujours dit que l'explosion des frais de personnel obérait la capacité d'investissement. Et donc c'est vrai que ça demandait à cause de ça de recourir à l'emprunt et que l'emprunt était bien trop élevé. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, je ne vais pas refaire le débat du budget primitif, mais c'est ce qu'on avait dit à l'époque et que c'était pas sincère de toute façon de faire ce budget puisque de toute façon vous n'y arriverez pas. Donc sur le fond, on est content que finalement les finances communales, grâce à cette conjoncture, parce que finalement on se rend compte malgré tout que ce n'est pas vraiment un choix, parce que dans les explications que vous donnez, il y a voilà, vous avez été contraint de faire ces choix. Donc quelque part c'est bien que vous soyez obligé de réduire ce budget d'investissement qui redevient raisonnable avec cette diminution quand même de 624 000 euros de diminution de crédit. Moi, à chaque fois, je dis, j'ai jamais vu ça dans ma. Vous allez dire que je suis trop vieux encore, mais que voilà, c'est quand même assez inédit. Donc, de grâce, quand vous faites le budget primitif, voilà, faites attention qu'on ne soit pas obligé de voter des DM à 624 000 euros de diminution de crédit, quoi. Enfin, ça fait pas très sérieux, je pense, en termes de prospective, en termes voilà. Et si je donnais la parole à Eric, mais je vais le dire à sa place, depuis le début du mandat, il réclame un plan pluriannuel d'investissement, je crois que c'est nécessaire. Donc entendez-le, écoutez-le et faites-le, quoi. Parce que là, sinon on va voter des DM toutes les années qui seront complètement délirantes, quoi. Voilà. Donc évidemment qu'on votera contre par souci de... Ouais, vas-y. Je voudrais juste faire une petite remarque sur les frais de mutation. Je veux dire qu'ils sont élevés depuis beaucoup plus de 2 années et la commune n'est pas devenue subitement attractive depuis 2 ans. Voilà. Alors, juste
juste pour mettre des chiffres, hein, les frais de mutation, je ne dis pas que c'est depuis notre arrivée, mais en tout cas, depuis qu'on a été élu, on est monté à 300 000 euros de frais de mutation, alors qu'avant, on était à 200 000. Voilà. Mais nous, ça montait plus vite. Voilà. Mais c'est pas nous, hein. C'est juste... Il faut bien que de temps en temps, la conjoncture soit avec nous. Parce que je vous rappelle, 2 années de Covid depuis qu'on a été élu, plus maintenant, et je vous explique ce qui nous arrive pour 2023. Si vous êtes inquiet pour le 0,12, moi je le suis plus pour les énergies. Parce qu'on a aujourd'hui les chiffres, c'est 400 000 euros de plus pour les énergies. Et cela, va falloir les avaler. Juste au passage, que le débat est intéressant sur le fond, il faut savoir que la crise Covid a engendré 4 millions de déménagements de Français. Donc je pense qu'il y a une petite part qui est venue s'installer dans des villes comme Tullin. On est d'accord, c'est pour ça que je dis que la conjoncture, elle avait un peu du bon pour Tullin. Pour Tullin et Fur, pour la ville de Tullin. Juste sur le 0,12, donc on a un petit peu, on va pas rentrer dans le détail ce soir, mais je tenais quand même à le préciser par rapport à la présentation dantesque qui nous avait été faite au mois de mars, sur le fait qu'on allait dans le mur, que tout était foutu, que bon, c'est pas le cas, je vous rassure, on a creusé, parce qu'on est des adultes, tous, autant qu'on est, on a creusé le pourquoi de l'envol avéré du 0,12, donc des charges de personnel. On aura l'occasion d'en reparler, mais juste quelques pistes, hein, ça permet de réfléchir. C'est au niveau, principalement et majoritairement, du périscolaire et de l'entretien. Donc là, je vous rappelle aussi, 2021, alors fin 2020, 2021 et 2022, année scolaire. Si on se rappelle ce qui s'est passé dans l'année scolaire, c'est la période où les agents devaient nettoyer les poignées de porte 4 fois par jour, devaient nettoyer les chaises des enfants. Je le sais parce que je l'ai vu, j'y suis allé. On nettoyait les poignées de porte le matin, Anne, à midi, il y avait au retour, donc il y avait, et tout ça, encore une fois, avec des absences, Covid, cas contact, nos agents ont des enfants aussi, des absences, et là encore, on n'avait pas le choix, c'est-à-dire qu'on devait nettoyer les poignées de porte, pardon de reprendre cette image, 4 fois par jour, et les chaises des enfants aussi, donc remplacement, et au bout d'un moment, l'auto-remplacement, ça ne marche pas, parce que quand on essaye de trouver des solutions, l'entretien, on pourrait très bien se dire, on prend 4 personnes à l'entretien, et puis toute la journée, non, c'est pas comme ça. L'entretien dans les écoles, il est de 7h à 8h30, et il faut X personnes à ce moment-là. Après, il n'y en a plus besoin. Donc du coup, quand il y a des personnes absentes, on doit les remplacer. Donc là encore, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les arrêts maladie courts, les arrêts maladie courts, c'est à la fois le salaire de l'agent, plus du remplacement. Et comme on est uniquement dans ces 2 catégories, et on vous donnera les chiffres, hein, vous verrez, on est bien dans le périscolaire et l'entretien, qui concerne donc la partie école. Et on vous montrera que les autres services, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu d'embauche à tout va. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en reparler au moment certainement du compte administratif, parce qu'on est après préparer les choses en toute transparence. Vous dire aussi que sur 2023, 2022, le BP du 0,12, au final, on dépasse uniquement de 30 000 euros, mais je vous rappelle que nous avons dû augmenter de 60 000 avec la revalorisation du SMIC, hein, la revalorisation des catégories C, le point d'indice. Tout ça n'était pas connu en début d'année. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette augmentation-là, et elle est bien méritée pour les agents, mais s'il n'y avait pas eu cette augmentation-là, on économisait 30 000 euros sur le budget des frais de personnel, ce qui était déjà pas mal après 2 ans de mandat. Voilà. Oui, je t'en prie. Et moins 65 000 euros sur adéquation. Non, ouais. Non, c'est pas 450 000 déjà. Non, voilà, c'est plus que 300 déjà. Ouais.
Non, mais après, il faut parler de choses très concrètes et on y passe suffisamment de temps dans les chiffres parce qu'encore une fois, on n'a aucun intérêt de raconter des âneries ou des mensonges. Il y a une vraie réalité et que l'explosion du 0,12 est due aussi forcément à cette conjoncture. Et sur 2023, on a aussi un gros travail à faire pour stabiliser tout ça et on le fera. Mais je voulais simplement un peu rappeler certaines choses. Pour terminer sur adéquation, c'est aussi important ça. On faisait appel beaucoup à adéquation pour ces fameux remplacements, hein, c'est-à-dire que le soir, quand au périscolaire ou à l'entretien, on apprenait que quelqu'un ne pouvait pas être là le lendemain, un coup de téléphone adéquation, il nous envoyait quelqu'un. On a fait un gros travail là-dessus, donc le budget pour adéquation était autour de 85 000 euros. Sur 2022, on est passé à 20, c'est-à-dire que cette économie, qui n'est pas qu'une économie sèche, puisque de toute façon, on avait quand même besoin de ces remplacements, mais cette économie a été rebasculée sur les agents, c'est-à-dire que cette année, on a déprécarisé plusieurs agents qui avaient des contrats de 15 heures et qui arrivaient à faire 30-35 heures. Donc ça aussi, c'est un vrai travail de fond, et forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce qu'encore une fois, il y a une organisation à faire tourner, des personnes en arrêt et tout ça. Et on n'évoquera pas le sujet de certaines personnes qui sont en arrêt depuis très longtemps et qui coûtent à la collectivité 104 000 euros par an. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Et tout ça sera précisé, bien sûr, au moment où... Et ça, c'est pas la faute de personne, hein, c'était comme ça, c'est des états de fait, simplement, voilà. C'est des personnes qui coûtent 100 000 euros par an. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote de cette DM numéro 3. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée. Je vous remercie. Je crois que j'ai assez parlé, il me semble. Maintenant, je vais laisser la parole. J'ai perdu mes papiers. Ah, c'est encore moi, j'ai pas fini. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Je pensais que c'était à Dolores. Pas tout de suite. Donc, le personnel communal. Donc, on va prendre mes papiers. Hop. Donc, première délibération concernant donc la désignation des représentants donc de la collectivité au CST. Donc je vous rappelle, on en avait alors CST de la commune et du CCAS. Hein, je vous rappelle qu'il y a eu la fusion du CT, comité technique, et du CHSCT. Je ne sais jamais ce que ça veut dire, donc je ne vous le dirai pas. Mais tout ça, ça a fusionné en une seule instance, enfin. Voilà, hygiène, sécurité, conditions de travail. Donc deux instances qui sont très importantes, mais qui n'avaient aucun sens toutes les deux séparées, parce que les sujets sont souvent de l'un ou de l'autre. Donc voilà. Et puis ça gagne des réunions sur l'année pour les gens qui travaillent, c'est bien de pouvoir y participer. Donc ce CST, on a voté au mois de juillet la composition de 5 titulaires et de 5 suppléants. Donc en titulaire, il y aura Gérald Cantourné, Dolores Adamski, René Martin, Éric Glénat et Stéphanie Besset. Voilà. Et en suppléant, Anne Drogo, Sébastien Magnier, Laetitia Serpaggi, Franck Présumé et, alors Cédric Augier ou Sébastien Ginesté, mon cœur balance, peu importe. Je sais pas si... Oui, en titulaire, Madame Besset, mais en suppléant, on ne peut pas mettre quelqu'un d'une autre liste, si ? Qui c'est qui... Suppléant ? Allez, Florian Grenier. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée. Merci. Donc il y aura 2 ou 3 dates par an, ce qui sera beaucoup plus léger que les 5 ou 6 qu'on avait habituellement pour les 2 instances. Délibération suivante concerne la modification donc, du tableau des effectifs de l'école de musique et de danse, donc Jean-Pierre Malfait. Donc, dans le cadre de la réorganisation du fonctionnement de l'école de musique et de danse, donc, il convient de créer un poste à temps non complet, donc, étant précisé que le nombre global d'heures affectées au fonctionnement de la structure reste inchangé. Donc c'est la création d'un emploi à temps non complet, bien sûr, de 5 heures, au grade d'assistant enseignant artistique territorial principal de 2e classe. C'est une réorganisation suite au départ du directeur Pierre Jaillot. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée, je vous remercie.
8e délibération, la modification du tableau des effectifs, donc cette fois concernant la direction des services techniques. C'est suite à la promotion interne donc, de 2 agents. Donc on supprime 2 emplois à temps complet de 35 heures au grade d'adjoint technique territorial principal donc de première place pour en créer 2 à temps complet de 35 heures d'agents de maîtrise territoriale. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La modification du tableau des effectifs au service finance. Donc, comme l'a un peu évoqué tout à l'heure Franck, notre directrice des services finances s'en va après de longues années de très bons et loyaux services. Et comme tu le dis, Franck, on pourrait être inquiet, et on l'est, hein, parce que quelqu'un qui maîtrise la comptabilité qui s'en va, bah forcément, c'est inquiétant. Mais je dirais pas plus que quelqu'un d'autre aussi. Et chaque personne est aussi importante dans l'organisation. C'est un choix très personnel. Voilà. Donc, on a certainement trouvé peut-être quelqu'un qui va la remplacer, qui est tout à fait très compétent également. Donc, le tableau des effectifs, en fait, on l'ouvre à différents grades, hein, vous avez l'habitude maintenant. Attaché principal territorial, attaché territorial, rédacteur principal deuxième classe. C'est pour avoir le maximum de possibilités pour recruter cette personne. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Et cette fois, j'en ai fini. Je laisse la parole à Dolores Adamski pour la partie économie. Alors, premier point, la désaffectation et déclassement du domaine public de la parcelle AK 623. En fait, ce sont les anciens terrains de tennis qui sont à côté de la déchetterie. Nous sommes donc propriétaires d'une parcelle de 2796 m² qui est située donc juste à proximité de la zone industrielle du Peurat. Et il y a une entreprise qui a un gros projet d'agrandissement, c'est la société Eurome. La société Eurome veut agrandir ses entrepôts et par ailleurs faire revenir en France une usine qui actuellement travaille en Chine. Donc ils ont besoin de s'agrandir et pour ce faire, ils ont besoin de pouvoir s'étendre sur des terrains qui sont adjacents ou pas très loin. Et en fait, ce qu'ils nous ont proposé, c'est d'acquérir les anciens terrains de tennis pour y bâtir des stationnements, les stationnements de leurs salariés. Et sur les stationnements actuels de leur usine, de leur entreprise, ils bâtiraient un nouvel entrepôt et cette usine qui reviendrait donc de Chine. La société Eurome, ce sont 75 salariés, enfin c'est le groupe Eurome qui c'est 75 salariés. Avec cet agrandissement, ils auraient 40 employés supplémentaires, donc ça ferait quand même des ressources supplémentaires pour la ville de Tullin. Et voilà, donc on vous demande d'approuver déjà pour pouvoir vendre ce terrain, nous, à la société Eurome, il faut le désaffecter du domaine public dans un premier temps. Il y a eu 2 constats qui ont été établis par la police municipale les 25 juillet et 15 septembre, donc qui établit bien qu'il n'y a pas d'occupation de ce terrain. Et puis c'était une parcelle qui avait déjà été constatée, enfin demandée en fermeture définitive en 2017. Donc voilà, on vous demande de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de la parcelle cadastrée AK 623. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Après, je peux enchaîner avec la suivante, Attends, si vous voulez, comme ça. On va la voter, celle-là déjà. Oui. Ouais, on va voter celle-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Donc la suivante qui... La suivante qui consiste à vendre de gré à gré, selon l'avis des domaines, cette fameuse parcelle à la société Eurome. Je ne pense pas que ça vaille le... Oui, alors le tarif est de 35 € le mètre carré, ce qui ferait un montant total estimé à 97 860 €. Et vous êtes demandé donc d'approuver la vente de gré à gré au profit de la société Eurome de la parcelle AK 623 pour un montant de 97 860 €. Les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc c'est à la fois une double bonne nouvelle, une entreprise tullinoise qui s'agrandit, qui offre 40 emplois supplémentaires sur la commune et qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de la commune pour un terrain de tennis qui depuis bien longtemps n'était plus utilisé.
Donc voilà, je pense qu'on peut de temps en temps se satisfaire aussi des bonnes nouvelles. Elles sont tellement rares que je pense qu'on peut tous la partager ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Je laisse encore la parole à Dolores pour une 12e délibération. Signature d'un avenant à la convention d'adhésion Petite Ville de demain qui a été co-signé le 27 avril 2021 entre la commune de Tullin, l'État, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et le département de l'Isère. Donc, dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, nous avons co-signé cette convention d'adhésion le 27 avril. Elle avait une durée de validité de 18 mois à compter de sa date de signature, soit en septembre 2022. Et au regard de l'état d'avancement de la démarche et afin de pouvoir finaliser un plan guide sur lequel s'appuiera la future convention cadre valant opération de revitalisation territoriale, la commune sollicite la signature d'un avenant pour prolonger de 5 mois l'échéance de cette convention. Il vous est demandé d'approuver l'avenant à la convention d'adhésion Petite Ville de demain et d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant. Alors l'ORT, l'opération de revitalisation territoriale, c'est ce qui suit directement le programme Petite Ville de demain. Donc ça nous permet de faire la liaison après avec l'ORT. Merci Dolores. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Là aussi, quelques bonnes nouvelles. Le prochain conseil municipal qui sera début décembre, nous aurons un point Petite Ville de demain parce qu'on vient de terminer la phase de diagnostic, le rendu des études. Nous en avons eu d'ailleurs ce matin une. C'est juste fantastique ce qu'on apprend sur notre commune, même si on la connaît bien. Clotilde doit pouvoir en confirmer. C'est vraiment très intéressant. Il nous reste quelques retours et donc d'ici le début décembre, on aura une présentation par notre chef de projet Amandine Desserrier qui nous fera un petit topo en préambule du conseil municipal. Et la bonne nouvelle, c'est que l'État, donc la DDT, nous a confirmé que le poste de chargé de projet serait financé à hauteur de 75% jusqu'à la fin du mandat, jusqu'en 2026, soit 37 000 € qu'on va toucher chaque année, alors que normalement ça aurait dû s'arrêter. Donc là encore, c'est une bonne nouvelle pour les finances et à la fois pour la commune, parce que vous allez voir, l'enjeu de PVD a été largement bien pris en main par la commune, par tous les élus et les agents qui travaillent dessus. Ça sera un petit retour au mois de décembre. Voilà. Pas de questions. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Une dernière délibération pour Dolores. Je te laisse la parole. Signature d'une convention d'accompagnement avec le CAUE, qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Isère, pour le choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire dédiée à la requalification de la place Docteur Valois. Donc, dans le cadre toujours du projet de revitalisation du centre-ville, la commune de Tullin souhaite engager la requalification de la place Docteur Valois. Et à ce titre, on entend être accompagné par le CAUE de l'Isère, qui est une association reconnue pour son expertise dans le traitement des espaces publics. Cet accompagnement pour le choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire dédiée à la requalification de la place se traduira par des missions qui sont aider à la définition du besoin, définir les objectifs du projet de requalification, notamment dans le cadre d'un atelier technique, traduire les orientations définies par l'équipe municipale dans le cadre de 2 ateliers politiques et définir les modalités de concertation habitante. Il s'agira aussi d'assister la commune dans la rédaction des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises et de nous assister dans la consultation, l'analyse des offres, des candidatures, des offres, les réunions avec la commission spécifique, l'assistance à l'audition des candidats et l'établissement du rapport d'analyse des offres. Il vous est donc demandé d'approuver la convention d'accompagnement avec le CAUE de l'Isère pour le choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire dédiée à la requalification de la place Valois et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tout document pouvant s'y rapporter. Merci Dolores. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc c'est le top départ du gros projet qui devrait prendre fin en mars 2026, à la fin du mandat, sur la requalification complète de la place Docteur Valois. On s'y était engagé et pour le moment, les choses sont bien parties. Il restera bien sûr la question du financement, comme à chaque fois.
Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui est bien lancé. On vous en parlera aussi début décembre parce qu'il va avoir une importante participation citoyenne sur la requalification de cette place emblématique de la commune. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous en avons terminé avec l'économie, un petit peu d'urbanisme. Florian Grenier, je te laisse la parole sur une ou deux délibérations. Une délibération. Alors cela concerne la constitution d'une servitude pour la vente du ténement immobilier cadastré AM 638, ancien corps de ferme, secteur Lacombe, propriété de la commune de Tullin. Excusez-moi, j'ai été perdu. Afin de finaliser cette vente, il convient d'approuver la constitution de servitude selon les termes et les conditions de la promesse unilatérale de vente par la commune au profit de M. Nassim Haït Ouaret, en date du 9 décembre 2021, à savoir la servitude de passage tout usage, afin de permettre la desserte du bien tant qu'en accès qu'en réseau sec et humide, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. La servitude de passage du réseau électrique, le réseau électrique alimentant le ténement AM639 passant par le ténement AM638. Il devra être constitué dans l'acte authentique une servitude de passage aérienne ou en tréfonds du réseau électrique dans les conditions suivantes. Fonds dominant, désignation cadastrale AM639, désignation du fonds servant AM638. On clôture avec cette délibération tous les éléments juridiques permettant la vente de ce corps de ferme. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc là aussi, encore une bonne nouvelle. Cela va nous permettre d'engranger une somme pour les finances de la commune. Donc cette année, entre la vente de tout à l'heure là pour l'entreprise Eurome et cette vente-là, c'est 300 000 € que la commune récupère. Voilà, donc pour un corps de ferme qui jusqu'à maintenant nous coûtait quand même beaucoup d'argent et qui nous en aurait coûté encore plus avec les fluides, puisque c'est nous qui payons en passé la facture des fluides. Voilà. Et ben nous en avons. Oh, pardon. Les votes. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? S'abstient? 3 abstentions. Délibération adoptée, je vous remercie. Je vais passer la parole à Anne Drogo pour 4 délibérations concernant le monde de l'éducation. Anne, je te laisse la parole. Merci Gérald. Des conventions qui, de toute façon, ont lieu chaque début d'année. La première, une signature de convention de participation financière aux frais de fonctionnement des écoles élémentaires de Tullin pour les enfants non tullinois qui sont accueillis donc en unité localisée pour l'inclusion scolaire, les fameux dispositifs ULIS, durant l'année scolaire 2021-2022. Donc les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements, des adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mises en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupement et dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire. Donc, ce sont les commissions des droits de l'autonomie des personnes handicapées qui décident de l'orientation d'un élève vers une ULIS. Sur la commune, il en existe 2, un au sein du groupe scolaire de Fur et un au sein de l'école Lucille et Camille Desmoulins. Des enfants de différentes communes sont scolarisés selon des modalités spécifiques. La commune de Tullin supporte les charges de fonctionnement. Pour compenser ces dépenses, la commune sollicite une participation financière des communes de résidence des enfants accueillis. Cette participation est calculée sur la base d'un coût par élève défini chaque année. Donc, je vous propose donc d'établir une convention relative à la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles de Tullin pour les enfants non tullinois accueillis en ULIS. Donc, ce sont les annexes que vous avez eues avec la convocation au conseil municipal. Et donc, je vous demande d'approuver les conventions à intervenir entre la commune de Tullin et les communes concernées et d'autoriser monsieur le maire à signer les dites conventions. Je pense qu'il n'y a pas de questions. C'est des délibérations qu'on prend chaque année à la rentrée. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. La suivante est encore pour toi, Anne. Cette fois, une convention de participation financière aux frais de fonctionnement d'une école publique de Voiron pour les enfants tullinois qui sont accueillis en classe élémentaire donc dans la commune de Voiron pour l'année 2021-2022.
Donc, je donne lecture du projet de convention, pareil, qui vous a été remis en annexe, à la participation financière de la commune de Tullin aux frais de fonctionnement de l'école de Criel, de Voiron, pour les enfants tullinois. Alors, il ne s'agit que d'une petite fille, mais qui sont accueillis en classe élémentaire pour l'année scolaire 2021 et 2022. Et je vous propose la signature de cette convention. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention entre la commune de Tullin et la commune de Voiron et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Des questions? Ouais, Franck, des questions? Oui, on voudrait des explications complémentaires parce qu'il nous semble que là, on n'est pas du tout dans le cas du LIS ou quelque chose comme ça. On est dans le cas d'une dérogation, si on comprend bien, pour une famille. On connaissait la règle, hein. Normalement, l'enfant doit être scolarisé dans la commune de ses parents ou d'un de ses parents. Donc là, il y a une dérogation qui est tout à fait possible, hein. Mais la règle d'habitude, c'est que les communes ne refacturent pas quand il y a des dérogations comme celle-là, parce qu'on met, il nous semble, hein, on ne connaît pas le cas particulier, mais il nous semble qu'on met le doigt peut-être dans un engrenage qui ferait que ensuite on serait obligé de donner pour d'autres cas, puisque ça c'est un cas a priori particulier. Mais voilà, mais on voulait être sûr qu'on ait la bonne analyse, Anne. De la même manière, quand on reçoit des demandes de dérogation d'autres communes, on fait en général toujours la demande d'une participation financière de la commune de résidence de l'enfant. Donc au même titre où nous, on peut la demander, Voiron nous la demande aussi pour la scolarisation de cette petite fille. Mais on n'est pas obligé. En général, les communes n'acceptent pas, justement, pour éviter voilà, donc de créer un précédent. Donc là, pourquoi on crée un précédent avec la ville de Voiron? On ne comprend pas, sauf s'il y a un cas particulier vraiment. Après, ça peut arriver qu'il y ait des cas... voilà, je ne connais pas cette famille, donc je ne veux pas juger sur cette famille, mais je veux dire, on met le doigt dans un engrenage. Alors voilà, parce que si demain, je ne sais pas, moi, la ville Saint-Quentin nous demande, on sera obligé de dire oui. Parce que pourquoi on dirait oui à Voiron et pas à Saint-Quentin Si Saint-Quentin nous demande de participer aux frais de scolarisation d'un de nos enfants tullinois sur la commune de Saint-Quentin-sur-Isère, nous participerons. Oui. Ok. Ah ouais, donc on met le doigt dans l'engrenage, on est bien d'accord. Mais pourquoi vous parlez d'un engrenage? Parce que jusqu'à présent, on payait... Jusqu'à présent, depuis, il y a une nouvelle équipe municipale avec un nouveau comité de dérogation. Okay. Donc on a bien mis le doigt sur un truc, donc c'est pas un cas particulier, c'est bien, donc aujourd'hui, un enfant tullinois qui serait scolarisé dans une commune extérieure à Tullin, si la commune nous demande quelque chose, on dira oui à chaque fois. Vous avez mesuré? Si les critères de dérogation sont acceptés par la commune, c'est qu'il y a une vraie raison sur un plan effectivement familial ou organisationnel. Je pense qu'on ne demande pas une dérogation comme ça parce qu'on a envie d'être dans une autre école. C'est exactement le cas sur les dérogations qu'on reçoit. Donc ça s'est fait avant. Nous, on les demande sur d'autres communes quand les communes peuvent financer cette... sinon, c'est une perte de coût pour la collectivité, que ce soit celle de Voiron ou celle de Tullin. Oui, il y a des critères de si ça répond à la dérogation. Pour le coup, sinon, on refuse Voiron la dérogation. Oui. Voilà. Oui, mais c'est le comité de dérogation de... Je finis. C'est le comité de dérogation de Voiron qui organise ces critères. Nous avons les nôtres, ils ont les leurs. Effectivement, je comprends qu'ils aient demandé à Tullin de payer les frais de scolarité. Il me semble que chaque enfant a un coût dans l'école. D'accord, c'est notre choix. Et ça passe en conseil municipal. Pas d'autres questions? Je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Une dernière délibération pour toi, Anne. Alors, conformément aux dispositions applicables depuis le 1er janvier 2008, la commune de Voiron, en qualité de commune siège, met gracieusement à disposition du centre médico-scolaire un logement dans l'ancienne école de Pavio. À ce titre, elle en supporte les charges de fonctionnement.
Pour compenser ces dépenses, la commune de Voiron sollicite une participation financière des 43 communes ou communautés de communes rattachées au centre médico-scolaire de Voiron, dont fait partie Tullin. La participation financière de chaque commune est calculée sur les effectifs scolaires, publics et privés de son territoire de l'année précédente. Donc la signature d'une convention est nécessaire. Pour rappel, l'année 2020-2021, le tarif était fixé à 0,62 centimes par élève du premier degré du secteur public et privé. Nous passons cette année sur une base forfaitaire à 0,63 centimes. Donc, de même, je vous présente le modèle de convention en pièce annexe du conseil municipal qui est proposé par la commune de Voiron pour définir les modalités de participation financière. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention à intervenir avec la commune de Voiron et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Une dernière délibération. Une petite modification dans le règlement intérieur des accueils périscolaires qui nous a été remonté par un parent, qu'on remercie bien. Dans le cadre donc de la mise en place d'un partenariat avec la MJC du Pays de Tullin pour l'accueil des enfants le mercredi, le règlement intérieur des temps périscolaires en vigueur avait été adopté au cours de la séance du conseil municipal du 6 juillet 2022. Donc une erreur s'est glissée dans le préambule, plus précisément dans l'amplitude horaire de l'after school pour l'école maternelle Floréal, qui est de 16h20 à 17h20 et non de 16h20 à 17h30, ce qui entraîne également la modification de l'accueil du soir, 17h20 18h15 au lieu de 17h30 à 18h15. Donc je demande au conseil municipal d'approuver la modification des horaires de l'after school et de l'accueil du soir de l'école maternelle Floréal, tel que présenté ci-dessus dans le préambule du règlement intérieur des accueils périscolaires. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous allons passer aux questions orales. Est-ce que vous avez des questions? On n'a pas vraiment de questions. Je voudrais juste savoir si vous avez des nouvelles à propos du projet de rénovation du collège. Est-ce que le département a avancé sur une solution ou une autre? Donc, c'est ce que nous avons annoncé en conseil d'administration du collège mardi soir. Une décision devrait être prise mi-octobre. Je n'ai pas plus d'informations que ça à ce jour. En tout cas, si, ce que je peux vous dire, c'est que les deux solutions, à la fois réhabilitation sur place et déplacement du collège, alors à la Cressonnière, hein, parce qu'on a tout entendu, il y en a qui pensent connaître le PLU, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vu le PLU depuis un moment. Un collège, c'est 16 000 m² qu'il faut. Donc à part à la Cressonnière, au Salamo, il n'y a pas 16 000 m². Donc le projet de déplacement pourrait se faire à la Cressonnière. L'étude de faisabilité a été menée en parallèle par le cabinet sur à la fois la réhabilitation et le déplacement. Les études semblent être finies. Et on attend la décision du président du département et de ses services. Voilà, pas plus d'infos à ce jour. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Eh bien écoutez, je vous remercie. Nous clôturons ce conseil municipal. Rendez-vous le 1er décembre pour le dernier municipal de cette année 2022. Merci à tous, bonne soirée et bon week-end avec un peu d'avance.